Bien, bonjour Frédéric Lepage. Alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle Si la bête s'éveille, mais vous avez derrière vous une carrière, je dirais, importante dans énormément de domaines, à la fois le livre, mais aussi le documentaire, d'autres activités, notamment avec la Chine. Vous avez créé des choses. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous pousse à tant faire, en fait? La curiosité d'esprit, certainement, une espèce de boulimie. Le désir d'avoir beaucoup d'activités dans des registres différents. Mais vous savez, en fait, oui, j'ai beaucoup d'activités. Je produis des programmes pour la télévision. J'écris actuellement des séries de fiction, en particulier pour France Télévisions, dont une que vous verrez à partir de l'année prochaine avec François Morel et Sylvie Testu. Donc, il sera le nouveau polar de France 2. Et qui s'appelle comment? Pour l'instant, ça s'appelle Les François, voilà. Mais en tout cas, tout ce que je fais, que ce soit documentaire, écriture, fiction, tout revient à une chose, c'est raconter des histoires. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga. J'aime raconter des histoires. Et des polars notamment ou bien... Alors, j'aime raconter toutes sortes d'histoires. J'ai aussi fait, par exemple, une série de romans pour des adolescents qui se passent au bout du monde, quelque part en Asie, dans une forêt mystérieuse. Dans tous les cas, c'est tenir le lecteur en haleine, c'est tenir l'auditeur, le spectateur en haleine et lui raconter des histoires qui vont le faire voyager, qui vont le faire rêver, qui vont aussi lui apprendre des choses. Et en particulier, puisque vous faites référence à mes documentaires, j'ai fait beaucoup de programmes de télévision sur les animaux, sur la nature, sur l'environnement, sur la planète. Et là, les deux activités se rejoignent, puisque Si la bête s'éveille, c'est le moment de convergence entre tout ce que j'ai appris sur les animaux depuis bien des années et un thriller ficelé, si j'ose dire, comme un thriller un peu à l'américaine, pour dire la vérité, qui prétend être un peu haletant, qui prétend donner au lecteur l'envie de tourner la page, d'aller au chapitre suivant sans s'arrêter. Et voilà, donc dans ce thriller-là, qui est une histoire policière, une histoire d'investigation, d'enquête, une histoire un peu haletante, il y a aussi tout un arrière-plan que j'ai appris, que j'ai découvert en devenant l'un des producteurs principaux au monde de programmes sur les animaux. Alors on va y revenir évidemment puisque c'est un point important de ce livre. Alors il se passe à New York. Alors on comprend après parce qu'il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe au Dakota Building. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi New York à l'origine? Tout simplement parce que j'ai toujours l'impression d'abord qu'il y a quelque chose d'universel dans l'imaginaire collectif occidental qui se passe aux États-Unis. New York parce que c'est une ville que je connais très bien, où j'ai failli habiter, mais que j'ai beaucoup fréquenté, où j'ai beaucoup séjourné. Et puis aussi, j'aime bien que le lecteur puisse voyager avec moi. Donc j'aime bien l'entraîner vers des horizons qu'il ne connaît pas. Alors New York, on a tous vu New York au cinéma en particulier, dans beaucoup de livres. Mais là, je brosse le portrait d'un immeuble en particulier, vous l'avez dit, qui est un immeuble maudit. J'aime bien que dans un roman, les lieux soient des personnages. Et là, on peut rêver difficilement d'un personnage plus extraordinaire parce que c'est un immeuble maudit. C'est l'immeuble devant lequel John Lydon, qui vivait, a été assassiné. C'est l'immeuble dans lequel Roman Polanski a situé un bébé pour Rosemary. Oui. Voilà, c'est un immeuble dans lequel il y a des histoires tragiques, des histoires mystérieuses. C'est un immeuble très complexe. C'est un des plus anciens de New York, avec des coulisses secrètes, avec un mode de vie très particulier. Puis c'est l'immeuble des hyper riches. Donc on pénètre aussi dans un mode de vie. Et beaucoup de célébrités du show business aussi vivent, mais il faut qu'ils aient les moyens de... Oui, c'est un immeuble où, par exemple, Antonio Banderas a été exclu par le comité des copropriétaires. Oui, ça dit beaucoup. Alors on va y venir, mais au départ, c'est une autre intrigue qui commence votre livre. C'est un couple de policiers, Adam et Angelina, qui achètent un appartement. Et puis lors du déménagement, en fait, Adam donc manque d'être tué. Bon, finalement, il devient quand même tétraplégique puisqu'il prend une balle. Et donc, c'est un peu tout le livre, c'est un peu la manière dont il revient à la vie et qu'il puisse remarcher aussi, puisqu'à un moment donné, il ne peut pas. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce point de départ, en fait? Alors, j'aimais bien ce qui suit, en fait, ce moment-là, puisque en Amérique du Nord, on a l'habitude de donner aux tétraplégiques pour les aider dans leur vie quotidienne, de même qu'on le fait, nous, pour les aveugles, en leur donnant un chien. Les chiens d'aveugles. En Amérique, on leur donne un petit singe qui est gros comme un gros chat, un capucin,
Et ce petit singe va les aider dans leur vie quotidienne, leur ouvrir le frigo, décapsuler une bière, leur amener le... Faire du café. Oui, le cavier, leur apporter les éléments qui servent, vous savez, avec la bouche à utiliser l'ordinateur. Et ce petit singe qui s'appelle Clara est merveilleusement gentil, utile, magnifique. Jusqu'au moment où d'un seul coup, ce singe devient pervers, manipulateur et se met à persécuter le patient. Alors lui, il se plaint. Mais autour de lui, on lui dit « Mais non, tu te plaignais aussi des aides-soignants à l'hôpital. C'est parce que c'est ta condition qui te rend un peu amer et colérique. » Et il ne peut se confronter, il se retrouve face à face avec ce singe sans aucun recours. Alors il prend la décision d'étudier, il a accès à Internet, il va devenir un éthologue, c'est-à-dire un spécialiste de la science du comportement des animaux. Et effectivement, il va finir par comprendre de l'intérieur ce qui se passe dans le cerveau de ce singe. Et là, il a une illumination, il se dit « Mais maintenant que je connais le comportement des animaux, mais le criminel, l'homme criminel est aussi un animal. Si j'étudie les instincts du criminel en tant qu'animal, j'arriverai à résoudre un certain nombre d'énigmes policières. » Et ça tombe bien parce que justement dans l'immeuble dont on parlait tout à l'heure, un crime atroce est commis. Une adolescente est tuée dans une pièce fermée de l'intérieur, en huis clos. Est-ce que sa théorie va lui permettre de trouver qui est l'assassin? C'est compliqué parce que sa femme, vous l'avez dit, Angelina est aussi sa patronne à la police. Et elle pense que l'homme n'est pas avant tout un animal, elle pense que l'homme est avant tout un esprit. Les voilà qui s'opposent, ça va les conduire au bord du divorce. Lequel des deux va identifier l'assassin? À vous de voir. On voit d'ailleurs que tout au début, quand on explique, quand les responsables du projet, notamment une vieille dame, parle un peu du singe capucin, elle ne veut pas en entendre parler. Elle dit « Mais qu'est-ce que c'est lubies, ça ne rime à rien. » Et on lui dit « Bon, on essaye pendant 15 jours, une semaine, et puis on voit bien. » Mais elle est complètement rétive à ça. Oui, parce que c'est ce petit animal qui arrive dans la vie d'un couple. Mais on ne comprend même pas comment est-ce qu'un animal peut aider un humain à se rétablir, quoi. Exactement, et pourtant c'est le cas. Et la relation entre cet humain, ce jeune policier, et cet animal va devenir de plus en plus complexe. Et ils s'aiment, ils se détestent, ils finissent par devenir comme un couple d'ennemis qu'on ne peut plus séparer. Oui. Mais ça vient un peu plus tard dans votre livre, parce que oui. Tout ce que vous racontez assez longuement, c'est vraiment la rééducation du policier. Donc il est dans un centre à l'autre bout de l'état de rééducation. Il entretient un rapport un peu bizarre avec son kiné, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, qui lui évidemment est un homme âgé qui essaie de l'aider. Le policier lui veut pas trop en entendre parler, etc. Donc là aussi, vous racontez longuement, vraiment, de l'intérieur presque. Comment est-ce qu'on apprend à bouger un doigt d'abord, un autre doigt, peut-être la main, etc. quoi. Oui, parce que c'est une enquête sur soi-même aussi. C'est une reconquête. Et puisque vous y faites référence, je trouve qu'un roman, un polar, un thriller, sa valeur tient beaucoup aux personnages secondaires. Donc oui, j'aime bien dresser le portrait de personnages secondaires extraordinaires. Oui, cet aide-soignant, par exemple, qui a des lubies de vieillard, mais qui est tellement dévoué à son travail. Il croit au vaudou, il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Oui. Voilà, donc j'ai essayé de mettre en situation des personnages secondaires qui aient de la force et de l'originalité. Oui. Mais on voit que c'est très difficile pour un dent, parce que comme il ne peut rien faire, on doit le nourrir, on doit le changer. Je veux dire, il est complètement dépendant des autres. Oui, c'est comme s'il redevenait un enfant. Oui. Comme s'il redevenait un enfant confié aux soins de personnel médical, mais aussi de ce petit singe qui lui-même est comme un enfant. Alors vous dites que bon, par son travail, il va résoudre l'énigme, mais on voit déjà que c'est considéré comme un policier hors pair, quoi, qui est déjà très très bon pour résoudre des énigmes. Oui, parce qu'il d'abord il est très très intelligent, et puis il a une espèce de mémoire quasi maladive. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui existe vraiment, il lui suffit de regarder une scène pour se rappeler définitivement les moindres détails de ce qu'il a vu. Alors évidemment, pour un policier qui doit faire des enquêtes, c'est un don inestimable. Alors donc, il y a une jeune fille morte qui est retrouvée donc, au Dakota Building. Et c'est vrai que vous faites vivre cet immeuble vraiment comme un personnage. Bon, il y a la concierge, je ne sais pas comment... Dorman, enfin là c'est une femme. Et alors vous dites, c'est
on peut se perdre parce que, par exemple, elle est censée savoir tout qui entre, mais il y a des gens qui entrent dont elle ne se rend pas compte, et puis des gens qui entrent mais qui se perdent et qui errent dans les couloirs, etc. Est-ce que vous-même, vous l'avez visité? Est-ce que vous avez été sur place pour voir un peu comment ça... Oui, c'est un immeuble qui est extraordinaire, qui est en face de Central Park Ouest. Ouais. Et effectivement, la légende veut que quelquefois, des gens soient entrés dans cet immeuble, soient descendus dans les souterrains, dans les étages secrets, et qu'on les ait plus revus. Donc il y a toutes sortes de légendes qui courent autour de cet immeuble. C'est un immeuble très précieux. On n'a pas le droit, par exemple, de changer une poignée de porte sans avoir la permission. C'est un monument historique, en fait. Hein. Donc il y a toutes sortes de règles qui sont d'autant plus étranges qu'elles doivent être suivies, non pas par des gens anonymes, mais par des stars. Cet immeuble est peuplé de gens extrêmement riches. Yoko Ono, la femme de John Lennon, y vit toujours. Il y a des acteurs de Hollywood, il y a des banquiers, il y a des, voilà, c'est une sorte d'écosystème tout à fait extraordinaire. Et ce qui me plaisait dans cet immeuble, c'est le poids des légendes, comme s'il y avait des fantômes dans tous les coins. Et c'est un immeuble absolument extraordinaire. Alors vous faites vivre évidemment les policiers entre eux, puisqu'il y a des rivalités, il y a des jeunes qui s'occupent, enfin un peu de conflit de génération, parce que les jeunes sont peut-être un peu plus rentrent dedans un peu plus véhéments que d'autres. Donc là aussi, ça vous amusait de raconter un peu ce microcosme qui est un commissariat, quoi, une équipe de policiers. Oui, en fait, dans le livre, il y a plusieurs microcosmes. Qui sont vraiment fondés sur une étude personnelle minutieuse. Oui, il y a le microcosme de ces célébrités, de ces personnages hyper riches qui habitent cet immeuble, en particulier la famille de la victime, cette famille qui a été fondée par un peintre extrêmement célèbre décédé, pour lequel je me suis inspiré d'un véritable peintre d'Europe centrale. Microcosme aussi, avec des personnages secondaires forts, l'équipe de l'épouse de notre policier. Donc des policiers new-yorkais qui chacun ont son caractère et chacun constitue un second rôle essentiel avec ses propres particularités, ses excès aussi. Et alors il y a aussi c'est peut-être plus anecdotique, mais ça m'a intéressé. C'est à un moment donné, au moment de l'enquête sur la mort de cette jeune fille, il rencontre une autre famille d'un condisciple qui est venu faire un travail à la maison, et on voit que le père de ce condisciple est directeur de je ne sais plus quoi, et alors là c'est une espèce de potentat intouchable, quoi. Et vous montrez aussi que la police à un moment donné se trouve confrontée à des choses où elle ne peut pas aller, des lieux où elle ne peut pas aller, quoi. Ben, c'est toujours le choc entre le réalisme politique et la vérité, et tout cela fait ressortir effectivement la mission du policier, qui est de faire émerger la vérité, quelle que soit sa propre position. C'est-à-dire que nous avons affaire là à un policier qui est limité dans ses mouvements, qui ne l'est pas dans sa réflexion ni dans son intelligence, et qui doit, quelle que soit la situation, approcher de la vérité. Et évidemment, entre lui et la vérité, il y a toutes sortes d'obstacles. Il y a les obstacles liés à l'enquête elle-même, mais il y a aussi les obstacles liés aux pressions concernant les protagonistes de l'enquête. Et on assiste, oui, on voit bien quelles sont les relations entre la police de New York et puis la mairie, et les autorités politiques, et on voit bien qu'il y a dans ce système-là quelque chose qui est extrêmement contraint sur le plan de la politique. Alors votre livre fait près de 600 pages. Comment est-ce qu'on vit comme ça pendant X années ou X mois, je ne sais pas, avec des personnages ainsi? C'est très agréable. C'est très agréable parce que le plaisir de l'écriture d'un livre comme celui-là, c'est un plaisir d'horloger, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'auteur d'un thriller ou d'un polar passe un contrat avec le lecteur. Et le contrat, c'est en gros, voilà, je vais vous mentir, je vais vous égarer, je vais vous emmener sur des fausses pistes, je vais vous surprendre, je vais vous ménager des retournements de situation. Vous n'allez pas comprendre, avant 3 chapitres avant la fin peut-être, qui est l'assassin. Et encore mieux, vous n'allez pas comprendre, avant les dernières pages, quelle est l'arme du crime. Et ça, c'est le contrat avec le lecteur. Et en échange de quoi, je vous apporte du plaisir. Et je crois que, bien sûr, c'est important dans un livre d'amener du voyage, de la découverte, de faire découvrir des univers. Mais je pense qu'avant tout, le travail de l'auteur d'un livre comme celui-là, c'est donner du plaisir au lecteur. Parce que c'est à travers le plaisir que passe l'intelligence, la découverte, la compréhension.
Et je suis persuadé de ça. Et pour que le plaisir passe, il faut qu'il y ait aussi un plaisir à faire évoluer ces personnages, ces contradictions, à ménager ces moments de suspense et ces émotions. Mais quand vous vous lancez dans une telle écriture, vous savez que le livre aura une telle ampleur, ou bien est-ce que vous êtes vous-même dépassé par votre propos? Alors, non, justement, je ne suis pas dépassé, mais je reprends la métaphore de l'horloger. Est-ce qu'on peut imaginer un horloger qui ne sait pas à quoi ressemblera son horloge à la fin? Il faut que les rouages s'enclenchent correctement. Donc vous ne pouvez pas écrire un livre comme celui-là sans savoir exactement que quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance à la page 52 va avoir beaucoup d'importance à la page 330. Donc c'est ça le travail, c'est ce travail d'horloger qui suppose que oui, alors chacun écrit à sa manière. La mienne est de concevoir l'ensemble des éléments de l'horloge avant de la fabriquer. Alors vous donnez aussi une certaine image de New York, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a des personnages qui va voir le médecin légiste et qui dit, à la recherche justement d'un corps, et il dit, ah ben cette nuit-là, on a eu 3 overdoses, 5 suicides, 5 meurtres, etc. Et puis même une tête, 2 bras, des jambes, normal, quoi. Oui, puisqu'on entre dans les coulisses de la morgue de New York. On voit ce qui se passe dans une nuit et quel travail de la police. Mais quand on voit ce qui se passe à New York en une nuit, oui, c'est mais pas alors, mal. non, si je peux me permettre quand même, là, je suis à moitié d'accord avec vous seulement, parce que oui, il y a cette face sombre, mais je suis quelqu'un qui aime profondément les grandes villes. Bien sûr, j'aime la campagne, la montagne, la mer, etc. Mais je suis un passionné de grandes villes, et dans ce livre, contrairement à ce que vous voulez malignement insinuer, dans ce livre-là, il y a aussi un chant à la beauté de ces grandes villes, parce que je pense vraiment que les civilisations naissent dans les villes. Non, vous avez raison, c'est ce petit point-là. Et c'est une ville magnifique, en l'occurrence. Oui. Et là, vous la magnifiez bien, puisque tous vos personnages se déplacent en quelque sorte. Oui, et puis voilà, on sent qu'il y a un amour pour New York et un amour pour les grandes villes. Oui, et ça vous éloigne de la Thaïlande, de la Chine, qui est vos autres terrains d'élection, quoi. J'ai beaucoup de terrains d'élection, oui, donc j'aime m'éloigner de chacun d'eux alternativement, successivement. Donc oui. Mais vous savez, vous parlez de l'Asie, où je suis très présent, puisque j'ai des activités là-bas, mais c'est aussi un univers de métropole, de très grandes villes. Donc j'ai une société de production audiovisuelle à Hong Kong, j'aime beaucoup l'Asie du Sud-Est, je travaille beaucoup au Japon avec la société de télévision publique NHK, les Coréens du Sud aiment bien lire mes romans, donc Séoul c'est quand même une très grande ville, donc ça ne m'éloigne pas tellement. Il y a une âme commune à toutes les très grandes villes et à toutes les mégalopoles du monde. Et cette âme commune, elle est fondée sur le fait que des gens s'y réunissent pour produire une sorte de masse critique d'énergie, de créativité, d'inventivité. Et c'est là que naissent les civilisations, je le répète. Alors vous parliez de votre amour. La dernière question, vous parliez de votre amour des animaux. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Concile des singes. Vous êtes au courant de ça. Et c'est un congrès de chimpanzés. Alors là, vous êtes bien au courant. Parce que là, c'est un texte quasi confidentiel. Ça s'appelle Le Concile des singes. Alors c'est très bizarre parce que c'est un texte qui est peu connu en France, mais qui est étudié par exemple dans les universités italiennes ou dans certains pays. Et vous savez qu'il y a une polémique sur le statut des grands singes que normalement les généticiens auraient dû placer sur la même branche de l'évolution que l'être humain. Et j'ai imaginé qu'un jour, on mette en place un grand congrès pour savoir s'il faut corriger cette erreur scientifique. Est-ce que les grands singes, les chimpanzés en particulier, devraient être considérés comme les frères des hommes? Alors ce congrès se réunit, et ce congrès, il est composé de chimpanzés qui doivent décider, oui ou non, voulons-nous être les frères des hommes? Et voilà, et donc c'est un roman, un petit roman. Et on voit ces personnages, ces singes qui viennent les uns du Congo, les autres de différentes contrées africaines, et qui vont s'étriper sur cette question-là. Est-ce qu'on va signer cette votation, comme disent les Suisses, ce référendum ou pas? Et voilà. Donc c'est un roman très particulier, très britannique d'une certaine manière, donc qui est un peu à l'écart. Et qui vous permet aussi de porter un regard sur l'humanité. Bien sûr. Alors là, c'est un point commun entre ce roman confidentiel dont je viens de parler, Le Concile des singes, et le roman, au contraire, très grand public, qu'est Si la bête s'éveille. C'est qu'est-ce que l'humanité? Et dans les deux cas, voilà, on va gratter, on va chercher ce qui fait que nous sommes humains au-delà de notre statut d'animal. Et dans les deux cas, on est
l'humain est aussi proche de l'animal, justement. C'est un animal, en quelque sorte. L'homme est un animal. Oui, c'est ça. L'homme est absolument un animal. Et après, on peut en discuter, parce que dans Si la bête s'éveille, comme je le suggérais tout à l'heure, on a notre policier Adam qui lui est convaincu qu'il peut décrypter la criminologie et le comportement des assassins en les considérant comme des animaux, mais sa femme Angelina, elle, est une spiritualiste qui pense non, que l'homme est avant tout une âme, un esprit. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup. Je renvoie à un livre qui est vraiment extrêmement passionnant et on apprend aussi beaucoup de choses sur les rapports des hommes et des animaux, etc. Merci beaucoup. Merci.